La lumière timide du matin de mardi filtrait par la seule fenêtre du petit appartement, une fente de clarté laiteuse qui semblait demander la permission de caresser les meubles usés. Pour Lucas, debout devant le miroir taché de la garde-robe, cette lumière était un projecteur. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui était le jour qui pourrait redessiner la carte de sa vie. Le reflet qui le fixait était celui d'un homme de 28 ans dont les yeux portaient de la gravité de celui qui avait vieilli plus vite que le temps. Une tension serrait sa mâchoire, un muscle qui se contractait involontairement tandis qu'il ajustait pour la 10e fois le nœud de sa cravate. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à grandir. Je vous remercie pour tout votre soutien. La cravate était bleu marine, d'un tissu simple mais impeccable. Tout comme le costume. C'était son seul costume, un héritage de son père qui avait été soigneusement ajusté par une couturière du quartier, Madame Elvira, qui lui avait fait payer la moitié du prix et lui avait donné le reste en bénédiction. Le tissu sombre avait un léger éclat d'usure aux coudes et aux genoux, visible seulement pour un regard aussi critique que le sien. Pour le reste du monde, espérait-il, il semblerait simplement un homme professionnel, un candidat digne. Il inspira profondément, l'odeur de naphtaline et d'espoir remplissant ses poumons. Le costume avait passé les 3 dernières semaines enveloppé dans un plastique, suspendu comme une relique sacrée, intouchable, attendant ce moment précis. L'argent dépensé au pressing avait manqué pour les courses du mois, mais c'était un investissement, un pari. Tout ce jour-là était un pari. Son appartement était un inventaire de sa vie, modeste, organisé jusqu'à l'épuisement et silencieux. Chaque objet avait une place et une histoire. Sur la table de chevet, à côté d'un vieux réveil qui ne faillissait jamais, reposait une photo usée par le temps, un Lucas souriant, vers 10 ans, entre son père fort et vibrant et sa mère, Madame Lucie, dont les yeux brillaient d'une joie qui semblait aujourd'hui appartenir à une autre dimension. Il détourna les yeux de la photo. Y penser maintenant était une invitation à une avalanche d'émotions qu'il ne pouvait pas se permettre. Pas aujourd'hui. Pourtant, elle était partout. Elle était dans le doux parfum de camomille qui semblait imprégner la cuisine, même si elle n'était pas là pour le préparer. Elle était dans le fauteuil vide au coin du salon, où elle avait l'habitude de s'asseoir pour regarder ses feuilletons, le tissu affaissé de façon permanente par le poids de son corps et de ses soucis. Et plus concrètement, elle était dans la petite boîte à médicaments sur le comptoir de la cuisine, à côté de la liste de courses de la semaine. Les noms sur les flacons étaient complexes, chers, et chacun d'eux était un rappel constant, un moteur qui le poussait. Innovatech, il murmura le nom de l'entreprise comme une prière. C'était plus qu'une entreprise de technologie, c'était la forteresse dorée au sommet de la colline, l'épicentre de l'innovation dans la ville. Obtenir un entretien pour le poste d'analyste de projet junior était un miracle, une anomalie statistique. Des centaines, peut-être des milliers de candidats. Son CV, il le savait, était bon. Il était diplômé en administration avec la meilleure note possible d'une université publique, luttant contre toutes les probabilités, étudiant dans des bus bondés et travaillant à des emplois à mi-temps qui lui rongeaient l'âme, mais payaient les factures. Mais il savait aussi que son CV n'avait pas l'éclat des noms d'universités étrangères ou des échanges que d'autres candidats auraient certainement. Qu'est-ce qui lui avait valu d'être appelé? Peut-être sa lettre de motivation, dans laquelle il avait déversé chaque gramme de sa sincérité, détaillant non seulement ses compétences, mais sa passion pour l'optimisation des processus, pour trouver l'ordre dans le chaos. Une aptitude qu'il avait apprise non pas dans les livres, mais dans la vie même. Sur la petite table de salle à manger, qui servait aussi de bureau, se trouvait la preuve de son dévouement. Une pile de feuilles imprimées, des articles sur Innovatech, sur sa culture d'entreprise, ses projets les plus récents en intelligence artificielle et en développement durable. Et, au sommet, un portrait de la PDG, Isabelle Neves. La photo montrait une femme au trait fort, au regard perçant et à un sourire qui n'était pas chaleureux, mais qui transmettait une confiance inébranlable. Les articles la décrivaient comme un prodige,
une visionnaire qui avait repris l'entreprise de son père et l'avait transformée en un géant mondial. On disait qu'elle était exigeante, implacable, mais juste. Lucas sentait un frisson à la seule pensée d'être dans la même pièce qu'elle. L'entretien final, disait l'email, serait avec l'un des directeurs, mais la simple possibilité de la croiser dans le couloir lui faisait palpiter le cœur. Il prit sa serviette noire, la plus neuve qu'il ait pu acheter, et y glissa son CV. Il vérifia le contenu pour la 1000e fois. CV, copie des certificats, pièces d'identité. Tout était en ordre. Il regarda l'horloge murale de la cuisine. 7h15. L'entretien était prévu à 9h précises. Le trajet en bus prendrait environ 50 minutes si la circulation était clémente. Il avait prévu de partir à 7h30 pour avoir le temps. Arriver en avance était impératif. Cela montrait du respect, du contrôle, de l'enthousiasme pour le poste. Avant de partir, son rituel matinal le conduisit au téléphone. Il composa le numéro du petit hôpital public de la ville voisine. Sa mère avait été hospitalisée il y a 2 jours, après une crise de manque d'air plus forte que d'habitude. La fibrose pulmonaire, une condamnation cruelle et progressive, resserrait son étau. « Bonjour, hôpital Sainte-Rita, service des soins infirmiers », dit une voix fatiguée de l'autre côté. « Bonjour. Je souhaiterais avoir des nouvelles de la patiente Lucie Almeida Silva, chambre 203, demanda Lucas, sa voix soudainement plus basse, plus vulnérable. Il y eut une pause, le bruit de papier qui était feuilleté. « Monsieur Lucas, c'est vous ?» L'infirmière, une dame nommée Claire, le reconnut. Sa voix était douce. « Votre mère a passé une nuit stable. Elle dort maintenant, sous médication. Le médecin passera la voir plus tard. Elle a mangé quelque chose. Elle a pris un peu de soupe, mon chéri. Ne vous inquiétez pas, elle est forte. Forte. Oui, elle l'était. La femme qui l'avait élevée seule après la mort de son père dans un accident du travail, la femme qui avait fait le ménage dans 3 maisons différentes pour qu'il ne manque jamais de rien, la femme qui lui avait appris que la dignité était le seul bien que personne ne pouvait lui voler. Et maintenant, cette même femme luttait pour chaque respiration, attachée à un lit d'hôpital qui sentait le désinfectant et la résignation. Le traitement qui pourrait réellement lui donner une meilleure qualité de vie, peut-être même plus de temps, coûtait l'équivalent d'une voiture de luxe par an, un monde de distance de sa réalité. Innovatech, avec son salaire compétitif et son assurance maladie haut de gamme, n'était pas seulement un tremplin dans sa carrière. C'était le seul pont qu'il pouvait entrevoir pour sortir de cet abîme. « Merci, Claire. Merci beaucoup. Dites-lui que je l'appellerai après mon rendez-vous. Dites-lui que je l'aime. Bien sûr, mon fils. Et bonne chance pour votre rendez-vous. Elle m'a dit que c'était un jour important. Elle croise les doigts pour vous. » Lucas raccrocha, le cœur serré. La bénédiction de l'infirmière et les encouragements de sa mère étaient à la fois un bouclier et un poids monumental. Il ne pouvait pas échouer. Pas pour lui, pour elle. Il jeta un dernier coup d'œil à l'appartement. La vaisselle du petit déjeuner était lavée et rangée. Le lit, fait avec une précision militaire. Le sol, balayé. C'était le reflet de son esprit, une tentative désespérée de maintenir l'ordre au milieu du tourbillon intérieur. Il prit son portefeuille, vérifiant les quelques billets et les pièces comptées pour le bus. Il prit son téléphone portable, un vieux modèle à l'écran fissuré qu'il chérissait comme s'il était en cristal, les clés à la main, la mallette sous le bras. En ouvrant la porte, le bruit du monde extérieur l'envahit. Le couloir de l'immeuble ancien sentait le café et la vie vécue. Des voisins le dépassaient, certains déjà en route pour le travail, d'autres commençant leur routine. « Bonjour, Lucas, quelle élégance !» dit M. Alphonse, le retraité de l'appartement voisin en balayant devant sa porte. « Jour important ?» Lucas força un sourire, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Bonjour, M. Alphonse. Oui, un entretien. Alors que Dieu vous accompagne, mon garçon, vous méritez tout le meilleur. Un garçon en or. » La gentillesse de M. Alphonse réchauffa son cœur. C'étaient ces petites connexions, cette communauté invisible de personnes qui menaient les mêmes combats quotidiens, qui le tenaient debout. Il remercia et descendit les 3 volets d'escalier, ses chaussures de ville faisant un écho décidé sur les marches en ciment. La rue l'accueillit avec le chaos familier de la banlieue, le bruit des voitures, la musique forte venant d'une fenêtre, l'odeur du pain frais de la boulangerie du coin.
Il marcha d'un pas ferme vers l'arrêt de bus, la posture droite, le menton levé. Extérieurement, il était l'image du professionnel qu'il aspirait à être. Intérieurement, c'était un nœud de nerfs, d'espoir et de prières silencieuses. Le bus apparut au bout de la rue, grand et bruyant, son véhicule vers la frontière entre le monde qu'il connaissait et celui qu'il devait conquérir. En montant les marches et en payant son ticket, il sentit comme s'il embarquait pour un voyage sans retour. Le premier pas vers une nouvelle vie venait d'être franchi. Le bus grinça et soupira en fermant ses portes, isolant Lucas du monde qu'il connaissait et le propulsant vers l'inconnu. Il trouva un siège unique près de la fenêtre, un petit trône de plastique et de vinyle déchiré qui, à cet instant, semblait l'endroit le plus solitaire du monde. La serviette noire reposait sur ses genoux, un fragile bouclier contre l'anxiété qui bouillonnait dans son estomac. Il la serrait des deux mains, les jointures blanchies, comme s'il craignait qu'elle ne prenne des ailes et ne s'envole, emportant avec elle tous ses espoirs. Au fur et à mesure que le lourd véhicule s'ébranlait dans les rues, le paysage extérieur se transformait en une chronique visuelle des inégalités de la ville. Les maisons en briques apparentes, aux murs inachevés et aux vêtements suspendus à des cordes à linge improvisées, laissèrent place à des maisons plus uniformes, puis à de petits immeubles d'appartements avec des grilles de sécurité. Les boutiques de quartier aux enseignes peintes à la main furent remplacées par des franchises aux couleurs vives. L'asphalte devint plus lisse, les trottoirs plus larges. Lucas observait tout avec l'attention d'un anthropologue étudiant une civilisation étrangère. Il n'appartenait pas à cet endroit, pas encore, mais il mémorisait chaque détail, chaque plaque de rue, chaque façade, comme s'il étudiait la carte d'un territoire à conquérir. Son esprit était une scène de répétition frénétique. « Parlez-moi de vous », la question la plus redoutée de tout entretien. Que dirait-il? « Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, je suis diplômé en gestion, et ma plus grande motivation est de sortir ma mère d'un hôpital public avant qu'il ne soit trop tard. » Non pas ça, professionnalisme, concentration. Je suis un professionnel proactif et orienté résultat, avec une forte passion pour l'optimisation des processus et la maximisation de l'efficacité. Lors de mon dernier stage, j'ai mis en place un nouveau système d'organisation des stocks qui a réduit le temps de localisation des produits de 15%. La phrase sonnait robotique, trop répétée, même dans ses pensées. Il ferma les yeux un instant, essayant de trouver l'équilibre entre la sincérité qui le définissait et la compétence que le marché exigeait. Le bus tourna brusquement, entrant dans l'une des principales avenues du centre-ville. Et puis, il le vit. S'élevant au-dessus de tous les autres bâtiments, un monolithe de verre et d'acier qui semblait gratter le ciel bleu, se dressait l'immeuble Innovatech. Le soleil matinal se reflétait sur ses fenêtres miroirs, créant un éclat aveuglant, presque divin. C'était un phare, un symbole de puissance et de modernité qui faisait paraître tout le reste petit, démodé. Lucas sentit un nœud à la gorge. C'était réel. Il y allait. Ce géant de béton et d'ambition pourrait, en quelques heures, devenir sa place au monde. Une vague d'adrénaline le parcourut. Il devait se calmer, organiser ses pensées. Agir sur un coup de tête n'était pas une option. Impulsivement, il tira la sonnette. Le signal d'arrêt retentit, strident. Il descendrait là, 2 arrêts avant ce qu'il avait prévu. L'idée d'arriver directement du bus, froissé et imprégné de l'odeur des transports en commun, lui parut soudainement inacceptable. Il avait besoin d'air. Il devait marcher, sentir le sol de ce nouveau territoire sous ses pieds, arriver comme un égal, non comme un étranger. En descendant, l'air qui l'accueillit était différent. Plus pur peut-être, ou peut-être était-ce simplement l'absence des odeurs familières de son quartier. Le son était aussi différent. Ce n'était pas le bruit chaotique de voix et de musique mélangées, mais un bourdonnement constant et intentionnel, le ronronnement de voitures de luxe, le cliquetis de chaussures élégantes sur le granit poli des trottoirs, le murmure lointain de conversations sur les affaires et les marchés. Les personnes qui le croisaient étaient comme des figures de magazine, des hommes en costume impeccablement coupés, parlant dans des écouteurs sans fil. Des femmes avec des sacs de marque et une aura de confiance qui semblait être un accessoire aussi essentiel que leurs talons hauts.
Lucas ajusta sa cravate, se sentant à la fois imposteur et explorateur à la veille d'une grande découverte. Il commença à marcher, la mallette fermement serrée sous le bras. La tour de la Innovatech servait de guide. À chaque pas, il sentait l'anxiété se transformer en une détermination froide. Il était aussi capable que n'importe laquelle de ces personnes. Il ne lui manquait que l'opportunité, la porte d'entrée. Et cette porte était à quelques pâtés de maison. Il repassa mentalement les chiffres. La Innovatech avait progressé de 23% au dernier exercice. Ses actions étaient à un niveau record. Et le projet d'expansion en Amérique latine, dont le poste d'analyste de projet ferait partie, était le joyau de la couronne de la direction d'Isabelle Dubois. Il était prêt. C'est alors qu'il la vit. De l'autre côté de la rue, marchant dans la même direction que lui, se trouvait une femme qui semblait être la personnification de cet environnement. Grande, mince, vêtue d'un tailleur pantalon gris clair qui semblait avoir été cousu sur mesure. Ses cheveux étaient attachés en un chignon élégant et elle parlait au téléphone avec une autorité calme, gesticulant occasionnellement avec sa main libre. Son sac, une pièce de cuir foncé à l'aspect indéniablement cher, oscillait doucement à ses côtés. Lucas ne la reconnut pas comme la PDG, mais la vit comme un archétype, le succès. Elle était l'image qu'il avait en tête lorsqu'il pensait à qui il voulait devenir. Il détourna le regard, un peu gêné par sa propre observation, et se concentra sur le passage piétonnier devant lui. Il attendit que le feu passe au vert, son esprit déjà projeté à la réception de l'immeuble, à la poignée de main, à la première question. Le feu passa au vert. Il fit le premier pas pour traverser la rue. Et le monde se désintégra en un instant de violence et de vitesse. Ce fut un flou, un vélo qui surgit de nulle part, pédalant furieusement sur le trottoir, un zigzag désespéré entre les piétons. Le cycliste, un jeune homme en sweat à capuche cachant son visage, passa près de la femme en tailleur gris. D'un mouvement rapide et brutal, il lui arracha le sac de l'épaule. Le cri de la femme fut aigu, un son de pur choc et de violation qui coupa le bourdonnement de la ville comme un rasoir. Elle se déséquilibra, faillit tomber, une main allant vers son épaule désormais vide, le visage un masque d'incrédulité. Pendant une fraction de seconde, le temps se figea. La scène se grava sur la rétine de Lucas avec une clarté terrible. Le voleur s'éloignant à toute vitesse, la femme paralysée et les autres piétons immobiles. Un homme en costume détourna le regard, accélérant le pas. Un groupe de jeunes s'arrêta, mais leurs téléphones se levèrent, les écrans brillant au soleil, plus intéressés à capturer le drame qu'à intervenir. Le monde autour n'a fait que regarder. L'apathie était un mur de verre, invisible mais impénétrable. En ce microseconde, l'esprit de Lucas ne processa rien. Il n'y eut aucun calcul, aucune pondération. Il n'y avait pas l'entretien chez Innovatech, pas le costume cher, pas l'avenir de sa mère, pas la peur. Il n'y avait que son cri et l'image du voleur fuyant. Il n'y avait que le juste et l'injuste, une boussole morale si profondément enracinée en lui qu'elle fonctionnait plus vite que la pensée. C'était un instinct, un sacrifice. Sa main, qui tenait la mallette noire avec la force d'un naufragé, s'ouvrit. Il ne sentit pas la mallette glisser. Il la lâcha simplement. L'objet en plastique heurta le trottoir d'un son sourd et sec. Le fermoir céda sous l'impact et elle s'ouvrit comme une gueule affamée, crachant tout son contenu sur le sol sale de la ville. Des feuilles blanches s'envolèrent. Son curriculum vitae, chaque ligne méticuleusement rédigée, chaque mot choisi pour projeter compétence et confiance, se répandait maintenant sur le trottoir. Une page, avec la liste de ses qualifications, glissa dans le caniveau, l'encre noire commençant à baver dans une flaque d'eau sale. Une autre, la lettre de motivation qui lui avait garanti l'entretien, fut emportée par une rafale de vent et dansa dans l'air comme une feuille morte, atterrissant près d'une poubelle. Ses certificats, ses copies de documents, toute son identité professionnelle étaient là, éparpillés aux pieds d'étrangers indifférents, vulnérables et piétinés. Lucas ne vit rien de tout cela. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette qui s'éloignait à vélo. Dès que le dossier toucha le sol, ses muscles se contractèrent. Ses jambes, renforcées par des années passées à monter et descendre des escaliers dans des emplois de stock et de livraison, explosèrent en mouvement.
Il ne marchait plus, il courait. Il courait avec une vitesse et une fureur qui le surprenaient lui-même, le bruit de ses chaussures de ville tapant maladroitement sur le béton, un rythme désespéré de pure et inébranlable conviction. Le monde s'était réduit à un seul couloir, un seul objectif, rattraper ce voleur. L'air brûlait dans les poumons de Lucas. Chaque inspiration était un coup de poignard, une protestation de son corps forcé à une limite pour laquelle il n'était pas préparé. Le bruit de ses propres battements cardiaques était un tambour frénétique dans ses oreilles, étouffant le bourdonnement de la ville. Son monde, auparavant un paysage de possibilités et d'angoisse, s'était réduit à un tunnel étroit et en mouvement. Au bout de ce tunnel se trouvait le voleur, une silhouette en sweatshirt gris, pédalant avec la férocité de celui qui fuit ses propres démons. Ses chaussures de ville, polies avec tant de soin ce matin-là, étaient une trahison. Les semelles en cuir lisse glissaient dangereusement sur le granit poli du trottoir, le forçant à raccourcir ses pas, à utiliser ses bras pour garder l'équilibre. Il était une image de contradiction. Le costume sombre, symbole d'ordre et de professionnalisme, était maintenant froissé et moite. La cravate, autrefois un emblème de respect, l'étouffait maintenant, et il la desserra d'un coup sec, sans même s'en rendre compte. Des piétons se dévièrent de son chemin avec des exclamations de surprise et d'irritation. Il heurta une épaule, murmura des excuses emportées par le vent et continua. Il n'y avait pas de temps pour les politesses. Le voleur regarda en arrière, son jeune visage pâle, contorsionné par la panique, en voyant la figure déterminée qui le poursuivait. Il tenta d'accélérer, zigzagant de manière imprudente. Il passa dangereusement près d'un chariot de vendeurs de fruits, faisant tomber quelques oranges qui roulèrent sur le trottoir comme des billes colorées. Lucas sauta par-dessus, sa cheville se tordant légèrement, mais il ignora la douleur lancinante. La distance entre eux ne diminuait pas. Le voleur était plus jeune, plus agile et avait l'avantage du vélo. Lucas, mu par la pure adrénaline et l'indignation, savait qu'il ne pourrait pas le garder à portée de main longtemps. Il devait réfléchir. Son esprit, entraîné à trouver des schémas et à optimiser les processus, commença à fonctionner au milieu du chaos. Il observa le chemin du voleur. Il ne suivait pas l'avenue, mais entrait et sortait de rues plus petites, cherchant une voie d'évasion moins visible. Devant lui, Lucas vit une bifurcation. La rue principale continuait tout droit, mais une ruelle étroite, un raccourci piétonnier qui coupait la rue, s'ouvrait sur la droite. Le voleur, sur sa trajectoire, passerait inévitablement par la sortie de cette ruelle. C'était un pari, une question de secondes. Sans hésiter, Lucas changea de direction. Il s'engouffra dans la ruelle, un passage étroit et sombre entre deux immeubles élevés. L'air y était plus frais, empli d'humidité et d'odeurs de détritus. De grands bacs à ordures et des cartons empilés formaient un labyrinthe improvisé. Il sauta par-dessus une pile de sacs plastiques, le bruit de ses chaussures résonnant sur les murs de briques. Pendant un instant, il courut à l'aveugle, ne comptant que sur son instinct et sa vitesse. Il entendait au loin le bruit des roues d'un vélo sur la rue principale, un son qui se rapprochait rapidement. Il devait aller plus vite. Il émergea de la ruelle, de retour à la lumière du soleil, juste au moment où le voleur passait. Le jeune homme, surpris par l'apparition soudaine de son poursuivant directement sur son chemin, tenta d'esquiver d'un coup de volant. Ce fut une erreur fatale. Le pneu avant du vélo heurta violemment le trottoir. Le guidon tourna brutalement et le voleur fut projeté sur le côté, tombant en un tas de membres et de métal sur le pavé. Le sac en cuir vola de sa main, glissant sur le sol pour s'arrêter à quelques mètres de là. Lucas ne s'approcha pas du jeune homme tombé, qui gémissait plus de peur que de douleur. Son attention était ailleurs. Il marcha, la poitrine montant et descendant violemment, et ramassa le sac. Le cuir était doux et lourd dans sa main. Il se retourna. Le voleur se relevait déjà en boitant et lança à Lucas un regard mêlant peur et haine avant d'abandonner son vélo tordu et de s'enfuir en courant, disparaissant dans la foule. La menace était passée. Lucas resta immobile un instant, le son de sa respiration haletante emplissant le silence qui s'était installé autour de lui. L'adrénaline commençait à refluer, laissant place à une fatigue intense. Il se regarda. Son costume était sale, au niveau du genou.
là où il s'était appuyé pour ne pas tomber. Sa chemise était collée à sa poitrine, humide de sueur. Il passa une main dans ses cheveux et sentit les mèches ébouriffées. Il était un désastre. Sac en main, il rebroussa chemin, marchant lentement, essayant de reprendre son souffle et sa dignité. Il retrouva la femme au même endroit, maintenant entourée de quelques curieux qui se dispersèrent dès qu'il s'approcha. Elle était pâle, une main appuyée sur un poteau, mais ses yeux, d'un brun intense, étaient fixés sur lui. Il y avait de la surprise, du soulagement et quelque chose de plus, une curiosité analytique dans son regard. « Je crois que ceci est à vous », dit Lucas, la voix rauque, tendant le sac. Isabelle le regarda, puis regarda le sac dans sa main, et, finalement, le prit, le serrant contre sa poitrine comme un bouclier. Je ne sais quoi dire. Merci, mon Dieu, merci beaucoup. » Sa voix était ferme, malgré le choc évident. Elle l'examina de la tête aux pieds, remarquant son état. « Vous allez bien? Vous vous êtes blessé? »« Non, je vais bien. Juste un peu essoufflé, » réussit-il à dire, forçant un petit sourire. « Il ne vous a pas blessé, n'est-ce pas? »« Non, ce n'était que la peur. Je n'ai même pas vu d'où il venait, » répondit-elle, sa composure revenant rapidement. « Ce que vous avez fait a été incroyablement courageux et imprudent, » ajouta-t-elle avec une pointe de sévérité maternelle qui le prit de court. « Il aurait pu être armé. Je n'y ai pas pensé, pour être honnête, » admit Lucas. Et c'était la pure vérité. « Je m'en suis douté, » dit-elle, un sourire esquissé sur les lèvres. Elle ouvrit son sac et y jeta un coup d'œil rapide. Portefeuille, téléphone, clé, tout semblait être là. « Écoutez, je dois vous récompenser. S'il vous plaît, laissez-moi vous payer pour votre temps, pour votre... Enfin, pour tout. Ce que vous avez fait... » « Non, s'il vous plaît, » l'interrompit Lucas, secouant la tête. La simple pensée était embarrassante. « Pas besoin, vraiment. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Tous deux savaient que ce n'était pas vrai. Le cercle de spectateurs indifférents de quelques minutes auparavant en était la preuve. « Personne d'autre n'a rien fait, » rétorqua-t-elle, la voix directe. « J'insiste, votre costume est ruiné. Laissez-moi au moins payer le pressing. Et un déjeuner, s'il vous plaît, acceptez. » Elle ouvrit son portefeuille, son intention claire. Pour elle, c'était la procédure standard. Un problème était survenu, un service avait été rendu, même non sollicité, et le paiement était la conclusion logique. « Madame, je vous remercie, vraiment, mais je ne peux pas accepter, » dit Lucas, son refus poli mais inébranlable. Il y avait une ligne de dignité qu'il ne franchirait pas. Accepter de l'argent transformerait son acte instinctif en une transaction, et c'était quelque chose que son caractère ne permettait pas. Je suis heureux d'avoir pu aider. Maintenant, si vous me le permettez, je dois vraiment y aller. » C'est à ce moment que son regard, presque par hasard, tomba sur la façade d'une banque de l'autre côté de la rue. Au-dessus de la porte vitrée, une grande horloge digitale affichait les chiffres en rouge impitoyables. 0858. Le chiffre le frappa avec la force d'un coup de poing dans l'estomac. L'air qu'il avait tant lutté pour récupérer sembla être aspiré de ses poumons d'un seul coup. 8h58. L'entretien était à 9h. Il lui fallait au moins 5 minutes de marche rapide jusqu'à la tour d'Innovatech. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le sang se retira de son visage. La femme en face de lui remarqua le changement instantané. Le héros calme et essoufflé disparut, remplacé par un homme en panique silencieuse. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur de son visage passa d'un rouge d'effort à un blanc fantomatique. « Tout va bien ?» demanda Isabelle, sincèrement inquiète. « L'heure, je suis en retard, » balbutia-t-il, la voix ténue. La réalité lui tomba dessus comme une enclume. Son avenir, sa chance, le pont pour le salut de sa mère, tout se dissolvait à chaque seconde qui passait. Son regard balaya le trottoir, et ce n'est qu'alors qu'il sembla s'en souvenir. « Mes papiers !» Il se retourna et courut vers l'endroit où sa vie s'était bifurquée, et ils étaient là. Les feuilles blanches, autrefois immaculées, étaient maintenant un témoignage de la catastrophe. Elles étaient sales, froissées, certaines portaient des marques de chaussures. L'une était déchirée. Il s'agenouilla, son costume protestant sous le mouvement, et se mit à ramasser les papiers avec une urgence désespérée. Son CV, son identité professionnelle,
ressemblaient désormais à des ordures. Il fourra les feuilles n'importe comment dans sa mallette éraflée, sans se soucier de l'ordre. Il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque seconde était une torture. Isabelle observait la scène, stupéfaite. Cet homme courageux et éloquent était maintenant à genoux, ramassant des papiers sales avec des mains tremblantes, le visage une masque de pur désespoir. Qui était-il? Qu'était-il d'une importance telle qu'elle provoquait une transformation aussi radicale? Lucas se releva, la mallette froissée sous le bras. Il se tourna vers elle, la panique peinte sur son visage. « Excusez-moi, je dois y aller. Bonne journée, madame. » Puis, pour la deuxième fois ce jour-là, il se mit à courir. Mais ce n'était pas la course explosive d'un héros. C'était la course lourde et maladroite d'un condamné, une fuite désespérée vers une destination dont il craignait que le sort soit déjà scellé. Isabelle resta plantée sur le trottoir, tenant son sac à main en cuir coûteux, et l'observa courir jusqu'à ce qu'il ne devienne plus qu'un petit point frénétique, disparaissant au pied de l'immeuble de verre qu'elle appelait son empire. Elle était en sécurité. Ses affaires étaient sauves, mais son esprit était dans un tourbillon. Elle avait été sauvée par un homme en costume usé qui avait plus d'intégrité que la plupart des cadres qu'elle connaissait, un homme qui, pour une raison quelconque, semblait courir pour sauver sa vie après avoir risqué la sienne pour elle. Et elle ne connaissait même pas son nom. La deuxième course de Lucas était l'antithèse de la première. S'il avait auparavant été poussé par une colère juste, il était maintenant animé par une panique corrosive. L'air qui entrait dans ses poumons n'était plus un carburant, mais un acide. Chaque pas était lourd, une punition. La douleur à sa cheville, auparavant une note de bas de page, criait maintenant à chaque impact sur le béton. Le monde autour de lui était un flou de couleurs et de formes. Et le seul point net dans sa vision était le colosse de verre et d'acier qui se dressait devant lui, la tour Innovatech. Le bâtiment, qui quelques minutes auparavant lui avait semblé un phare d'espoir, avait maintenant l'apparence d'une forteresse imprenable, dont les portes se refermaient sous ses yeux. Il pouvait sentir les regards des gens, mais il ne les enregistrait pas. Il était une anomalie dans ce paysage de calme et d'ordre, un homme en costume sale et froissé, courant comme si sa vie en dépendait. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Pas sa vie biologique, mais la vie qu'il rêvait de construire, la vie qu'il devait désespérément donner à sa mère. L'image de celle-ci, alitée dans un hôpital, fragile et dépendante de la bienveillance d'un système public surchargé, était le fouet qui le flagellait, le forçant à continuer alors que ses muscles imploraient le repos. Finalement, il atteignit l'entrée. Un ensemble de portes tournantes en verre, tournant avec une lenteur gracieuse et hypnotique, formait la gueule du Léviathan. Sans ralentir, il se lança à travers l'une des ouvertures, faisant irruption dans le hall avec la subtilité d'une météorite. Le contraste fut un choc physique. Dehors, la chaleur et le chaos de la rue. Dedans, un silence climatisé, presque révérencieux. Le hall de la Novatech n'était pas simplement un hall, c'était une déclaration de puissance. Le sol de marbre blanc était si poli qu'il reflétait les lumières encastrées dans le très haut plafond, donnant l'impression de marcher sur un lac gelé. Une sculpture abstraite en métal tordu occupait le centre de l'espace, et le seul son audible était le doux murmure d'une cascade artificielle descendant le long d'un mur de pierre noire. L'air avait une odeur neutre, chère, l'odeur du succès filtré, et au milieu de cette perfection aseptisée, il était là. Lucas, transpirant, essoufflé, les cheveux en désordre, la cravate défaite, le costume taché de boue et de désespoir. Il s'arrêta brusquement, le bruit de ses chaussures griffant le silence. Immédiatement, toutes les têtes se tournèrent vers lui. L'agent de sécurité en costume sombre près de l'entrée, dont l'expression ennuyée se transforma en alerte. Un groupe de cadres qui discutaient près de la cascade, dont les voix se turent. Et plus important encore, la femme assise derrière un long et imposant comptoir, de marbre blanc servant de réception. Il était une tache sur le tableau, une erreur dans le système, et il sentit le poids de dizaines de regards accusateurs sur lui. Un instant, l'envie de faire demi-tour et de fuir fut presque irrésistible, mais l'image de sa mère lui donna un dernier coup de pouce courageux.
Il redressa les épaules, essaya de lisser son veston de ses mains tremblantes et marcha vers le comptoir, chaque pas sur le marbre résonnant de son inadaptation. La réceptionniste était la personnification de l'entreprise. Ses cheveux étaient attachés dans une coiffure impeccable, son maquillage était subtil et parfait, et le tailleur qu'elle portait semblait avoir été fait sur mesure. Une petite plaque argentée sur sa veste indiquait « Béatrice ». Elle l'observa s'approcher avec une expression de politesse professionnelle qui ne cachait pas une pointe de désapprobation. « Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» dit-elle, la voix calme et mélodieuse, comme celle d'un système de réponse téléphonique automatisé. Lucas posa les mains sur le bord froid du marbre, essayant de contrôler sa respiration pour que ses mots ne sortent pas en halètement. « Bonjour. J'ai un entretien. Lucas Almeida Silva. » C'était à 9 heures. Béatrice leva un sourcil parfaitement dessiné. Elle se tourna vers l'écran de son ordinateur, ses doigts aux ongles d'un rose pâle et impeccable, glissant sur le clavier avec une efficacité silencieuse. « Lucas Almeida Silva », répéta-t-elle, plus pour l'ordinateur que pour lui. Elle regarda l'horloge numérique dans le coin de son écran, puis de nouveau vers lui. Son expression n'avait pas changé, mais Lucas sentit un frisson parcourir son échine. « Monsieur Silva, votre entretien avec la direction était prévu pour 9 heures précises. Il est actuellement 9h07. » Les mots furent prononcés comme une simple constatation, mais pour Lucas, ils résonnèrent comme les coups de marteau d'un juge. « Je sais, excusez-moi, dit-il, la voix pleine d'une urgence presque pathétique. J'ai eu un imprévu terrible en venant. Un vol, j'ai dû aider une dame. Il m'a été impossible d'arriver plus tôt, je vous le jure. J'ai couru le plus vite possible. » Il la regarda, espérant voir un éclair de compréhension, d'empathie. Il ne trouva rien. Béatrice le fixait avec la même impassibilité polie, comme s'il lui racontait une histoire météo. « Je comprends que des imprévus arrivent, monsieur, » dit-elle, sur un ton suggérant qu'elle ne comprenait absolument rien. Cependant, la ponctualité est une des valeurs fondamentales de la culture d'Innovatech. L'agenda de nos directeurs est planifié à la minute près pour optimiser la productivité. Le non-respect de l'horaire prévu est, malheureusement, interprété comme un manque d'intérêt. « Non, absolument pas, je suis très intéressé », protesta Lucas, sa voix s'élevant légèrement. « Cette opportunité est la plus importante de ma vie. S'il vous plaît, ne pourriez-vous pas simplement prévenir qu'il suis arrivé ? Ce ne sont que 7 minutes. Je peux expliquer ce qui s'est passé. N'importe qui comprendrait. »« La décision ne m'appartient pas, monsieur, » répondit-elle, son calme professionnel servant de mur de glace. « Les directives que je reçois sont très claires. Notre PDG, Madame Isabelle Neves, estime que le respect du temps des autres est le premier indicateur du caractère d'un professionnel. Les retards, quelle qu'en soit la raison, ne sont pas tolérés dans le processus de sélection. » Le nom de la PDG, la femme dont il avait étudié les articles, fut mentionné. Mais dans son état de panique, l'information passa à côté de lui sans s'enregistrer. Tout ce qu'il entendit fut le mot « non ». Désespéré, il ouvrit sa mallette sur le comptoir. Les papiers froissés et sales s'y présentèrent, preuve honteuse de sa matinée chaotique. « Regardez, s'il vous plaît, j'étais prêt, je me suis préparé pendant des semaines pour ça. Il s'est passé quelque chose dans la rue. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas simplement passer outre et faire comme si je n'avais rien vu. » Béatrice jeta un coup d'œil sur les papiers avec un bref éclair de ce qui pourrait être de la pitié, mais qui fut rapidement réprimé. « Je suis vraiment désolé, monsieur Silva, mais il n'y a absolument rien que je puisse faire. Le candidat suivant a déjà été appelé et le processus de sélection doit continuer. Les postes chez Innovatech sont extrêmement convoités. » Elle lui donna alors le coup de grâce, enveloppé d'une formalité corporative plus cruelle que n'importe quelle insulte. « Nous conserverons votre CV dans notre base de données. Je vous souhaite bonne chance pour vos futures opportunités professionnelles. » Fin de partie. Les mots, si polis, si définitifs, planèrent dans l'air. Lucas resta figé, la bouche entr'ouverte, mais sans son. Il n'y avait plus rien à dire, plus d'arguments, ni de supplications. La porte avait été claquée et verrouillée sous son nez. L'énergie qui l'avait maintenu en mouvement, l'adrénaline, la panique,
Tout s'était évaporé d'un seul coup, laissant derrière un vide immense et glacial. Il sentit le poids de l'échec sur ses épaules, un poids physique qui le courba. Lentement, il ramassa ses papiers humiliés, les rangeant de nouveau dans sa mallette. Il murmura un « merci » à peine audible, non pour elle, mais pour l'air lui-même. Sans regarder à nouveau la réceptionniste, il se retourna. Le hall, auparavant imposant, lui apparut maintenant oppressant. Les regards, auparavant accusateurs, semblaient maintenant empreints de pitié, ce qui était infiniment pire. Il marcha vers les portes tournantes, ses pas désormais lents et traînants, le son de sa défaite résonnant sur le marbre poli. En sortant à la lumière du soleil, le monde semblait plus net, mais aussi plus cruel. Les couleurs étaient plus vibrantes, les sons plus forts. La ville poursuivait son rythme indifférent, insensible à l'effondrement de son univers particulier. Il s'éloigna de l'entrée de la tour, cherchant un endroit pour se cacher, pour respirer. Il trouva un banc de parc vide, un peu à l'écart, à l'ombre d'un petit arbre. Il s'y laissa tomber, le corps lourd comme du plomb. Il ouvrit sa mallette sur ses genoux et regarda la page de garde de son CV. Une trace de semelle sale était imprimée en plein milieu de son nom. Une tache d'humidité brouillait la description de sa formation académique, cette même formation pour laquelle il avait tant lutté. C'était une métaphore parfaite de ses rêves à cet instant, piétiné, souillé et illisible. Le choix qu'il avait fait dans la rue, cet acte de courage, lui semblait maintenant une monumentale stupidité. Il avait sauvé le sac d'une femme riche qu'il ne reverrait jamais, et en échange, il avait sacrifié la seule chance réelle qu'il avait eue de changer sa vie et celle de sa mère. La balance de la justice cosmique semblait terriblement déséquilibrée. Il avait fait ce qu'il fallait, ce que son père et sa mère lui avaient appris à faire, et sa récompense fut l'humiliation et l'échec. Une vague de désespoir si dévastatrice le frappa qu'il eut du mal à respirer. Il s'appuya sur ses genoux et enfouit son visage dans ses mains, le tissu de son pantalon étouffant un sanglot sec et amer. Là, assis sur un banc anonyme, éclipsé par les tours de verre qui représentaient un monde auquel il n'appartenait pas, Lucas pleura. Il pleura l'opportunité perdue, l'injustice et, par-dessus tout, l'image de sa mère, dont il devrait affronter le visage plein d'espoir, sans avoir de bonnes nouvelles à lui annoncer. Il avait perdu. Dans tous les sens du terme, il avait perdu. L'ascenseur privatif monta les 50 étages de la tour Innovatech, dans un silence rapide et pressurisé. Pour Isabelle Neves, ce trajet quotidien était un cocon, un moment de transition entre le monde chaotique du bas et l'univers contrôlé qu'elle habitait au sommet. Ce matin-là, cependant, le silence n'était pas réconfortant, il était pesant. Le sac en cuir, maintenant serré contre elle, semblait un objet étrange, un artefact d'un événement qui n'appartenait pas à sa vie méticuleusement planifiée. Sa main tremblait encore légèrement, une trahison de son corps que son esprit refusait d'accepter. Elle était une femme de contrôle, contrôle sur son entreprise, sur ses émotions, sur chaque minute de sa journée. L'agression avait été une violation brutale de ce contrôle. Mais ce qui la perturbait le plus profondément n'était pas la violence de l'acte, mais la réaction de l'inconnu. Son image, courant sans hésitation, le bruit de sa mallette tombant par terre, l'expression de panique authentique lorsqu'il a vu l'heure, tout cela se répétait dans son esprit comme un film en boucle. En entrant dans son bureau, un vaste espace aux murs de verre, offrant une vue panoramique sur la ville, elle a essayé de se reconnecter à sa routine. L'environnement était un reflet d'elle-même, minimaliste, élégant et fonctionnel. Une grande table en bois foncé, un fauteuil ergonomique, et au mur, au lieu d'œuvres d'art, des tableaux blancs avec des diagrammes de flux et des objectifs de croissance. Le pouvoir était la seule décoration nécessaire. Son assistante, une jeune femme efficace nommée Camille, l'attendait avec une tablette à la main et une expression préoccupée. « Madame Neves, j'ai appris ce qui s'est passé. La sécurité m'a informé. Vous allez bien? Voulez-vous que je reporte vos réunions du matin? » « Non, Camille, je vais parfaitement bien, » répondit Isabelle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Il n'y a pas eu de dommages, juste un contretemps. Continuons comme prévu. »
Elle posa son sac dans un coin, comme si elle voulait se débarrasser de la preuve physique de sa vulnérabilité. Que devons-nous faire pour 9 heures? Le dernier tour d'entretien pour le poste d'analyste de projet junior, dit Camille en consultant sa tablette. Le premier candidat est prévu pour 9 heures. Monsieur Richard Gusmot. Bien. Demandez à Béatrice à la réception de le faire entrer dans 10 minutes. J'ai besoin d'un café. Fort, ordonna Isabelle, déjà assise à son bureau et allumant son ordinateur. Elle a essayé de se plonger dans ses emails, les rapports de marché, les chiffres qui étaient sa langue maternelle. Mais les lettres et les graphiques semblaient se brouiller. L'image du visage de l'homme, la façon dont ses yeux se sont écarquillés de désespoir, se superposait à tout. Pourquoi était-il devenu si désespéré? Qu'y avait-il dans ces papiers sales qu'il ramassait du sol avec autant de soin? Un contrat? Un procès? L'acte d'une maison? La divergence entre son courage altruiste et sa panique subséquente était une énigme que son esprit logique ne pouvait résoudre. L'interphone a sonné. C'était Béatrice, de la réception. « Madame Neves, bonjour. Juste pour vous informer que le candidat de 9 heures, Lucas Almeida Silva, ne s'est pas présenté. Je viens de le refuser conformément au protocole. Il est arrivé avec 7 minutes de retard. » Isabelle sentit une pointe d'irritation. « Bien, Béatrice, vous avez bien fait. Le retard est inadmissible. Appelez le suivant sur la liste. » Elle raccrocha, secouant la tête. C'était pour cela qu'elle avait instauré cette politique. Le manque de ponctualité était pour elle le symptôme d'une maladie plus grave, le manque de respect, d'engagement, de sérieux. Si un candidat n'arrivait même pas à l'heure pour l'entretien le plus important de sa vie, comment pourrait-il gérer les délais d'un projet multimillionnaire? La règle était dure, mais efficace. Elle filtrait les faibles, les désorganisés. Le nom Lucas Almeida Silva résonna vaguement dans son esprit, mais elle l'écarta. C'était un nom courant. Elle prit une gorgée du café que Camille avait laissé sur son bureau et se força à se concentrer. La matinée passa dans un flou de réunions et de décisions. Elle analysa des tableaux, approuva des budgets, débattit de stratégies avec ses directeurs. Elle était Isabelle Neves, la PDG, une machine à productivité. Et, lentement, l'armure reprit sa place. L'incident du matin fut archivé dans un coin de son esprit, étiqueté, résolu. En début d'après-midi, Camille entra de nouveau dans son bureau, cette fois en portant une fine chemise à rabat. « Madame Neves, voici les profils des candidats interviewés aujourd'hui pour le poste d'analyste, et aussi le dossier du candidat qui a été recalé pour référence. Laissez-le là, Camille. Je vais y jeter un œil avant de prendre la décision finale, » dit Isabelle, sans quitter des yeux l'écran. Plus tard, dans un rare moment de calme, elle prit la chemise à rabat. Elle l'ouvrit avec un soupir. Recruter était l'une de ses tâches les moins favorites. Cela impliquait la variable la plus imprévisible de toutes, les personnes. Elle parcourut les CV, Richard Gusmot, MBA, dans une université de renom, anglais courant, expérience en conseil. Bien, mais il semblait arrogant à l'entretien. Marianne Costa, jeune, intelligente, mais trop nerveuse, sans la confiance nécessaire. Personne ne semblait avoir le facteur Innovatech, ce mélange d'ambition, d'intelligence et de résilience qu'elle recherchait. Finalement, elle arriva à la dernière page de la chemise à rabat. C'était le profil du candidat recalé. Une page de garde standard de l'entreprise, avec la photo d'identité collée en haut à droite et un grand tampon rouge en diagonale. Recalé, retard. Elle lut le nom. Lucas Almeida Silva. Et puis, son regard se fixa sur la photo. Le monde s'arrêta. Le cœur d'Isabelle Neves, un organe qu'elle avait l'habitude de traiter comme un muscle fonctionnel et rien de plus, fit un bond si violent qu'elle sentit un goût métallique dans la bouche. Ce n'était pas possible. Elle se pencha en avant, prenant le papier à 2 mains, comme si la proximité pouvait démentir ce que ses yeux voyaient. Il n'y avait aucun doute. Le visage sur la photo était plus jeune, les cheveux plus soignés, le sourire timide et plein d'espoir. Mais les yeux étaient impossibles à confondre. C'étaient les mêmes yeux sérieux et intenses de l'homme qui l'avait sauvé ce matin-là. L'homme au costume usé, le héros anonyme, l'étranger courageux, Lucas,
Soudain, tout prit un sens terrible et bouleversant. La course désespérée, la panique en voyant l'heure, la façon dont il ramassa les papiers par terre comme s'ils étaient des fragments de son âme. Les papiers, c'était son CV, le costume, son armure pour l'entretien. Le rendez-vous impératif, c'était avec elle. Il n'était pas seulement en retard pour une interview. Il était en retard pour l'entretien à Innovatech parce qu'il était dans la rue, en train de sauver le sac de la PDG d'Innovatech. Une vague de chaleur monta à son visage. C'était la honte, une émotion qu'elle ressentait rarement. Sa politique de tolérance zéro, son orgueil, sa règle efficacité, lui parurent soudain le comble de l'arrogance et de la stupidité. Elle qui se vantait de sa capacité à juger le caractère des gens, avait permis à son système aveugle de rejeter l'homme qui, en un seul acte, avait démontré plus d'intégrité, de courage et de décence que tous les autres candidats réunis. Il n'avait pas échoué à son test. C'est elle qui avait échoué à le reconnaître. Elle prit son CV, le lisant maintenant avec un intérêt fébrile. Diplômée en administration d'une université publique, avec mention. Note impeccable. Une lettre de motivation écrite avec une passion et une clarté rares. Il décrivait son fascination pour les systèmes et pour trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Il n'avait pas de grande marque dans sa formation, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, de la substance et du caractère, un caractère qu'il avait prouvé non pas avec des mots, mais avec des actes, au prix de sa propre opportunité. L'image de lui, assis sur un banc du parc, le visage entre les mains, lui revint à l'esprit. Elle ne savait pas qu'il était là, mais elle pouvait imaginer sa douleur, sa dévastation. Il avait fait ce qu'il fallait et il avait été puni pour ça. Par elle, par la rigidité de son système. À cet instant, la PDG impitoyable disparut. À sa place apparut la femme juste que son père lui avait toujours appris à être. La justice, disait-il, ce n'est pas de suivre les règles aveuglément, c'est de comprendre l'esprit qui les anime. Et l'esprit de ces règles était de trouver les meilleurs. Et le meilleur, sans aucun doute, c'était cet homme. Isabelle appuya sur le bouton de l'interphone avec une force qui lui fit mal aux doigts. La voix de Camille résonna immédiatement. « Oui, Madame Neves. Camille, il faut que vous trouviez un homme. »« Maintenant ?» dit Isabelle, la voix chargée d'une urgence qui fit se redresser son assistante de l'autre côté de la ligne. « Trouvez un homme, madame. Lequel ?»« Lucas Almeida Silva, le candidat qui a été rejeté ce matin. Je m'en fiche comment. Utilisez la sécurité, vérifiez les caméras d'entrée pour voir dans quelle direction il est allé. Appelez le numéro de téléphone sur son dossier. Envoyez une équipe des ressources humaines à son adresse, si nécessaire. Je veux qu'il soit là, dans mon bureau, le plus vite possible. » Il y eut un silence choqué d'une seconde de l'autre côté. L'ordre était sans précédent. « Madame, mais le protocole, il a été... »« Le protocole est suspendu, » l'interrompit Isabelle, la voix d'acier. « Le protocole a commis une erreur. Maintenant, allez, Camille, dépêchez-vous. »« Oui, madame, immédiatement. » Isabelle raccrocha et se laissa tomber dans son fauteuil, le cœur toujours accéléré, mais cette fois, non par le choc ou la peur. C'était de la détermination. Elle regarda la photo de Lucas sur son CV. Le sourire timide et plein d'espoir semblait se moquer d'elle. Elle avait presque détruit cet espoir. Mais maintenant, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le restaurer. Le vrai entretien, pensa-t-elle, n'avait pas encore eu lieu, et elle s'assurerait que, cette fois, les bonnes questions seraient posées et la juste valeur reconnue. Le destin lui avait donné une seconde chance de faire ce qu'il fallait. Et Isabelle Neves ne laissait jamais passer une seconde chance. Le banc du square était devenu une île de misère pour Lucas. Le monde continuait de tourner autour de lui, mais lui était paralysé, ancré par un poids sur son âme. Il ouvrit la mallette sur ses genoux et regarda à nouveau le CV taché, l'épitaphe de papier de ses espoirs. Que dirait-il à sa mère? La question était une torture. Il devrait mentir, inventer une excuse, dire que le poste n'était pas ce qu'il pensait, n'importe quoi pour ne pas mettre sur les épaules déjà fragiles de sa mère le poids de son échec. Il se sentait petit, un imposteur qui avait osé rêver d'un monde qui ne le voulait clairement pas. Il était tellement absorbé par sa propre désolation qu'il n'avait pas remarqué la silhouette qui s'approchait,
jusqu'à ce qu'une paire de chaussures élégantes s'arrête juste devant lui. Lentement, il leva la tête. C'était une jeune femme, d'apparence professionnelle et avec une expression qui mêlait urgence et une certaine hésitation. Il la reconnut vaguement. C'était l'assistante qu'il avait vue passer rapidement dans le hall de la Innovatech, ou équivalent français par ex-Innotech. « Monsieur Lucas Almeida Silva ?» demanda-t-elle, la voix polie, mais un peu essoufflée. Lucas fronça les sourcils, confus. Comment connaissait-elle son nom? Il hocha simplement la tête, incapable de formuler un mot. « Je m'appelle Camille. Je suis l'assistante de Madame Neves, » dit-elle. « Madame Neves vous demande de vous présenter à son bureau, immédiatement. » L'esprit de Lucas lutta pour traiter l'information. C'était un labyrinthe de confusion. Madame Neves, la PDG, pourquoi? Pour le réprimander personnellement? Pour s'assurer qu'il ne postulerait plus jamais à un poste dans son entreprise? L'idée de subir une nouvelle humiliation était physiquement douloureuse. « Je crois qu'il y a une erreur, » dit-il, la voix rauque. « J'ai déjà été recalé, j'ai raté mon entretien. »« Il n'y a aucune erreur, monsieur, » insista Camille, avec une gentillesse qui le surprit. « C'est très important, veuillez me suivre. » Il regarda son visage, cherchant un signe de moquerie, mais ne trouva qu'une sincérité profonde. Que risquait-il de plus? Sa dignité était déjà en lambeaux, ses espoirs morts. Avec la résignation d'un homme à bout de ressources, il se leva, prit sa mallette froissée et suivit la femme vers la tour de verre. La seconde traversée du hall fut surréaliste. Cette fois, il n'était pas un intrus, mais un invité escorté. Les regards qu'il recevait n'étaient plus empreints de pitié, mais de pure curiosité. Le gardien qu'il avait auparavant observé avec méfiance hocha maintenant respectueusement la tête à Camille. Ils ne s'arrêtèrent pas à la réception. Camille le guida directement vers un ascenseur privatif qu'il n'avait même pas remarqué auparavant. La montée fut silencieuse et vertigineuse. Lucas sentait la pression dans ses oreilles, une métaphore de la pression qui s'accumulait dans sa poitrine. À chaque étage, sa confusion augmentait. La porte de l'ascenseur s'ouvrit directement sur un couloir luxueux et silencieux au dernier étage. Camille le conduisit jusqu'à une grande porte en bois sombre au bout du couloir. Elle frappa légèrement et ouvrit la porte pour lui. « Vous pouvez entrer, monsieur Silva, elle vous attend. » Lucas prit une profonde inspiration et entra. Le bureau était plus grand que son appartement entier. Un mur entier était une baie vitrée, et la ville s'étendait en contrebas comme une carte vivante. Et puis, il la vit. Debout, près de la fenêtre, elle était là, la femme de l'agression, la femme au tailleur gris à qui il avait rendu son sac. Pendant un instant, son cerveau refusa de faire le lien. La victime sans défense de la rue et la femme qui occupait cet espace de pouvoir absolu ne pouvaient pas être la même personne. Elle se tourna vers lui, et dans ses yeux, il vit le même éclair de reconnaissance qui devait se trouver dans les siens. Isabelle Neves, la PDG, la femme qui l'avait sauvée. « Monsieur Lucas », dit-elle, la voix calme, mais chargée d'une émotion qui n'était pas là dans la rue. « Veuillez entrer, asseyez-vous. » Il resta immobile, paralysé par la révélation. Isabelle esquissa un petit sourire, un sourire sincère et un peu triste. « Je crois que nous avons mal commencé. 2 fois. D'abord dans la rue, puis ici en bas. » Elle marcha lentement jusqu'à son bureau, mais ne s'assit pas. Elle prit plutôt une seule feuille de papier. C'était une des pages de son CV, celle qui portait la marque de chaussure. Elle la tenait comme s'il s'agissait d'un document précieux. « Lorsque ma réceptionniste m'a informé qu'un candidat avait été recalé pour un retard de 7 minutes, j'ai approuvé la décision, » commença-t-elle, le regardant droit dans les yeux. « J'ai une politique très stricte concernant la ponctualité. J'ai toujours cru qu'elle était le fondement du respect et du professionnalisme. » Elle fit une pause, et son regard s'adoucit. « Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des choses plus importantes que l'horloge. Aujourd'hui, j'ai appris que parfois, la plus grande preuve du caractère d'une personne réside justement dans la raison de son retard. » Lucas sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait qu'écouter. « Vous avez raté l'entretien le plus important de votre vie parce que vous vous êtes arrêté pour aider une inconnue dans la rue, » continua Isabelle. « Monsieur, vous avez risqué votre sécurité. Vous avez laissé vos rêves sur le trottoir, littéralement, pour quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Et ensuite,
Lorsque j'ai insisté pour vous récompenser, vous avez refusé. Vous ne vouliez pas de récompense. Vous avez simplement fait ce que vous pensiez être juste. » Elle s'approcha de lui, lui tendant la feuille de papier tachée. « Ceci, dit-elle en touchant doucement son nom, me dit quelles sont vos qualifications, et elles sont excellentes. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui me dit qui vous êtes. Et cela, monsieur Lucas, cela ne figure sur aucun CV. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Lucas. Des larmes, non pas de tristesse, mais d'une émotion si bouleversante qu'il ne pouvait la nommer. C'était une validation, c'était la rédemption. « Votre entretien n'a pas commencé lorsque vous êtes entré dans cette salle, » dit Isabelle, la voix émue. « Il a commencé sur ce trottoir. Et vous avez obtenu la meilleure note que j'ai jamais vue de toute ma carrière. Innovatech n'a pas seulement besoin d'employés intelligents, elle a besoin de bonnes personnes, des personnes intègres, des personnes comme vous. » Elle recula jusqu'à son bureau et le regarda avec une nouvelle autorité. L'autorité d'un leader qui a trouvé exactement ce qu'il cherchait. « Le poste d'analyste de projet junior est à vous, monsieur Lucas, si vous le souhaitez. Et honnêtement, ce serait un honneur pour mon entreprise de vous compter parmi notre équipe. » Le sanglot que Lucas avait contenu sur la place finit par s'échapper, mais c'était un son de pur soulagement. La tension qui l'avait accompagné pendant des semaines, des mois, des années, s'est dissipée. Il pensa à sa mère, à la promesse silencieuse qu'il lui avait faite, et pour la première fois depuis longtemps, il sut qu'il pourrait la tenir. « Oui, » réussit-il à dire, la voix défaillante. « Oui, j'accepte. Merci. » 6 semaines plus tard, Lucas était assis à son propre bureau, dans un bureau lumineux au 40e étage de la tour Innovatech. La vue de la fenêtre était presque aussi belle que celle du PDG. Son ordinateur affichait des feuilles de calcul complexes qui, pour lui, étaient comme de la musique. Il appartenait à cet endroit. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait maintenant par cœur. « Clinique Renaissance, bonjour. » « Bonjour, je voudrais parler à la patiente Lucie Almeida Silva, s'il vous plaît. » Il y eut une courte pause. Bien sûr, un instant. La voix qui suivit était plus forte, plus claire, avec une bouffée d'air qui n'existait pas auparavant. « Mon fils, quel plaisir d'entendre ta voix. Salut maman, comment tu te sens aujourd'hui, après ta séance de physiothérapie? »« Je vais très bien, mon chéri. Ces médecins ici sont des anges. »« Des anges ? Je n'aurais jamais pensé pouvoir respirer comme ça de nouveau. Cette mutuelle que propose ton entreprise, c'est un miracle, Lucas. Tu es mon miracle. » Lucas sourit, fermant les yeux et ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue. « Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon héros. » Après avoir raccroché, il se tourna sur sa chaise et regarda vers le bas, vers l'immense ville. Il chercha du regard le coin de rue où sa vie avait bifurqué, l'endroit précis où il avait abandonné sa mallette et ses soucis pour courir vers un acte de bonté. Il comprit alors que le destin n'était pas une route droite à suivre, mais une succession de choix, et que parfois le choix le plus illogique, le plus imprudent, le plus désintéressé, était le seul qui pouvait véritablement le ramener chez lui.